Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce journal. Nous sommes le lundi 4 avril. Je vous donne les titres. Il va finir par prendre un abonnement TGV. C'est le secrétaire d'État au transport qui aime la région. Le Vauclusien Thierry Mariani était à Béziers ce matin pour parler ligne grande vitesse et gare TGV. 7 écoles bloquées à Montpellier et le Pôle emploi en grève. Réduction de classes, réduction d'effectifs. La grogne continue. Et puis des nouvelles de la feria de Nîmes, ce sera dans 2 mois, mais les associations locales se préparent activement pour la Pégoulane, un défilé qui aura lieu finalement sur les boulevards réouverts. Les travaux, eux, sont fermés, les travaux du trambus. Et puis notre invité ce soir, Yves Pietrasanta, c'est le vice-président de la région Languedoc-Roussillon, ancien maire de Metz, ancien député européen, ancien conseiller général. Il reprend du service à la tête de Génération Écologie, un mouvement que vous aviez cofondé en 1991. Vous avez été élu président de ce mouvement national ce samedi à Montpellier au Quorum dans le cadre de la 9e convention nationale. On y revient en fin de journal. Je vous le disais en titre, Thierry Mariani aime le Languedoc-Roussillon. Décidément, le secrétaire d'État au transport s'y plaît. Il a participé ce matin à une réunion à Béziers sur la ligne LGV Montpellier-Perpignan, mais aussi sur un projet de gare TGV que le maire de Béziers, Raymond Couder, aimerait voir installé à l'est de sa ville. Un reportage d'Olivier Roiran. Rien de tel qu'un ministre pour appuyer un projet. Et ce matin, les élus du Biterrois ont voulu mettre toutes les chances de leur côté pour être sûrs de peser sur le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Une fois les contournements de Nîmes et Montpellier réalisés, peut-être avant 2016, il faudra bien un jour continuer vers l'Espagne. Ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'on continue à avancer. C'est la 3e fois que je viens dans cette région en 3 mois. Et à titre personnel, étant un élu du Sud, j'attache beaucoup d'importance à ce que la liaison vers l'Espagne aille vite et qu'on ne prenne pas de retard. Et ce matin, il était principalement question du contournement de Béziers et de l'emplacement de la future gare TGV. Une présentation qui avait lieu à 2 pas du site favori de l'agglo de Béziers et d'une brochette d'élus. Pour eux, la future gare TGV devra être implantée à l'est de Béziers, au niveau de l'embranchement des autoroutes A9 et A75. Une gare, c'est pas un jouet politicien. Une gare, ça doit répondre à une logique simple, c'est celui de l'endroit où les voyageurs peuvent le plus facilement accéder. Et donc ici on se trouve au carrefour des 2 autoroutes A9 et A75. C'est un pôle intermodal puisqu'il y a l'aéroport juste à côté. On peut desservir facilement Narbonne d'un côté et de l'autre côté jusqu'à Sète. Reste à financer la gare, le contournement de Béziers, mais aussi la suite de la ligne vers l'Espagne. Et l'État ne pourra pas tout payer, les collectivités devront mettre la main au porte-monnaie. C'est le cas des agglos, mais aussi de la région, peu représentée ce matin. Il y avait quand même Jean-Claude Guessot, le régional de l'étape. Une avancée quand même, les premières études ont été financées par tous les partenaires nationaux ou régionaux. 36 à 40 millions d'euros au total. Quant au coût des travaux de Montpellier à Perpignan, le montage financier est loin d'être bouclé. Très souvent, on lance les études avant que le projet soit totalement financé, soyons honnêtes. Est-ce qu'il est totalement financé aujourd'hui ? Non. Je ne vais pas vous raconter. Il sera totalement financé une fois que les études seront un peu avancées, que les discussions auront abouti. Ce que je constate, c'est que ces études sont totalement financées, que les collectivités territoriales y ont pris une part primordiale. Voilà. Après, ça avance à son rythme. Voilà. Il n'y a pas de... Que le bouclage financier ne soit pas encore fait, c'est tout à fait normal au stade de cette opération. Et la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan devrait être achevée au mieux en 2020 pour un budget total de 5 à 6 milliards d'euros minimum. Le secrétaire d'État au transport va revenir d'ici la fin du mois d'avril dans la région pour valider définitivement le contournement ferroviaire à grande vitesse de Nîmes et de Montpellier. On attend donc le retour de Thierry Mariani. Olivier Roiran n'a pas raté l'occasion ce matin de lui poser la question sur le doublement de l'A9, la position de l'État sur ce doublement, tracé court, tracé long. Apparemment, le choix se rétrécit. On écoute le secrétaire d'État. Ce sera fait avant l'été, puisqu'en réalité, sous l'autorité du préfet, vont être lancées quelques réunions de concertation, puisque... soyons honnêtes, tout le monde pensait que le tracé long allait capoter devant la justice. Or, finalement, le Conseil d'État l'a validé. Donc il y a effectivement ce choix d'aller vite
avec une solution qui est connue aujourd'hui, il n'y a pas de problème majeur de financement. Pôle emploi en grève aujourd'hui, une grève reconductible et reconduite du reste pour demain. Les salariés et leur organisation syndicale dénoncent des réductions d'effectifs alors que la hausse des demandeurs d'emploi continue, en tout cas dans la région. On écoute Patricia Arnoux, elle est déléguée CFDT, elle est au micro de Ghislain Fondevilla. Nous ne sommes pas passés directement à un conflit social, ça a été par graduation. On nous annonce au comité d'établissement qu'il y a une restriction budgétaire obligatoire, conforme à la RGPP. On nous annonce qu'effectivement les conséquences de cette restriction budgétaire qui se traduit en Languedoc-Roussillon à ce que nous ayons une diminution d'effectifs flagrant. Et notre seul mot d'ordre aujourd'hui, notre seule attente revendicative réelle, c'est que nous ayons le directeur général en face de nous pour qu'il entende le personnel, la détresse du personnel et le fait que quoi qu'il puisse demander, quoi qu'il puisse faire, s'il veut être à la hauteur de ses ambitions, il faut qu'il mette les moyens en termes d'effectifs. Pas moins de 7 écoles ont été occupées aujourd'hui à Montpellier. L'école Saint-Gély, par exemple, celle du plan des Quatre-Seigneurs, mais aussi du côté du Petit Bar. Les parents d'élèves sont inquiets de la suppression de classes à l'école Marguerite Yourcenar, quartier Malbosque. Les enseignants et parents craignent, eux, la suppression de 2 postes de RASED. On écoute Dominique Poulet-Matisse, enseignante, au micro de Marlène Mec, dont on salue le grand retour. Les plus faibles, les plus fragiles vont être pénalisés, ça c'est évident, vont pas pouvoir rentrer dans des dispositifs d'aide, donc il va y avoir un lâchage, un décrochage. On sait ce que ça donne plus tard quand ils grandissent, c'est un abandon. C'est un abandon pur et simple du service public par rapport à ces enfants, mais aussi les autres enfants dans une classe. Quand il y a un enfant en grande difficulté, s'il ne peut pas être aidé, c'est toute la classe qui en pâtit. Et demain, ces 7 écoles seront en grève et même fermées. Une manifestation est prévue devant le rectorat à 14h. Pendant ce temps, la ville de Montpellier et son service de cuisine scolaire continuent son opération séduction à destination des enfants, mais surtout des parents. Sur 18 000 enfants dans le primaire, 9 000 fréquentent les restaurants scolaires des écoles de la ville. La cantine, sa vitamine, c'est le slogan de cette opération. Avec aujourd'hui ouverture des portes de la cuisine centrale à la presse. Visite guidée avec Louis Tolleron et Ghislain Fondevilla. 9000 repas par jour, un bataillon de plus de 1000 agents municipaux, 1300 kg de viande et 550 kg de pâtes ou de riz, voilà ce qui est nécessaire au bon déroulement de la restauration scolaire de Montpellier. Dans le cadre de l'opération La Cantine, sa vitamine, se déroulant du 14 mars au 8 avril, la ville fait découvrir l'envers du décor. La cuisine donc fonctionne sur le principe de la liaison froide, c'est-à-dire que nous fabriquons nos produits ici, nous les cuisons, nous les refroidissons, nous les livrons, nous sommes des plats réfrigérés et qui sont remis en température dans les restaurants scolaires grâce à des fours à air pulsé. L'hygiène et le bien-être des enfants restent le principal mot d'ordre de la municipalité. Les ingrédients utilisés sont principalement des produits frais et les agriculteurs de la région jouent un rôle important de fournisseurs. Pour le conditionnement, les barquettes sont numérotées, datées et même repérées dans le cas d'enfants atteints d'allergie. Donc en fait les repas qu'on livre pour les enfants allergiques, on l'appelle le repas standard polyallergique parce qu'en fait on va enlever plusieurs allergènes, enfin ceux qui concernent essentiellement les enfants. Donc ces PAI, il y en a 35 qui bénéficient du repas et puis à côté il y en a à peu près 80 qui ont un repas que les parents apportent parce que nous on ne peut pas le proposer, soit parce que l'enfant ne mange pas tous les jours ou soit parce qu'elle est allergique à d'autres choses que nous on ne peut pas forcément gérer. Par ailleurs, la collectivité fait don des repas non distribués à la banque alimentaire. Et les clubs sportifs ont cartonné ce week-end, les clubs sportifs d'ici, qualification en handball et c'était pas gagné, victoire à l'extérieur en rugby et en football. La Minute Sport, c'est Roman Castillon. Hier à l'Arena, les spectateurs ont vécu un grand moment de handball. Une fois de plus, le public a joué le rôle du 8e homme. Les Montpelliérains ont dominé la première mi-temps, notamment grâce à Akembré, qui une fois de plus nous a montré tous ses talents aux abords de la surface. De retour des vestiaires, les Héroltais sont un peu fébriles et encaissent de nombreux buts. Mais les hommes de Patrice Canaillé remontent très vite la pente et s'imposent 35-27. Montpellier poursuit donc l'aventure en quart de finale de la Ligue des Champions. Rugby à présent. Samedi sur le terrain de la Lanterne Rouge, Montpellier s'est fait peur mais ramène les 4 points de la victoire plus le bonus offensif. Cette 23e journée du top 14 n'a pas été de tout repos pour le MHR. Score final
27-42. Montpellier passe 3e avec 65 points et garde donc son ticket pour les phases finales du top 14. Football à présent. Samedi soir au Stadium de Toulouse, le MHSC a réussi un hold-up parfait. Dominé tout le match par les Toulousains, les Héroltais inscrivent l'unique but de la rencontre qui leur permettent d'empocher les 3 points de la victoire. 6e au classement général avec 42 points, les Montpelliérains se rapprochent d'une qualification pour la Ligue Europa. Voilà, l'Europe promise à tous ces clubs locaux pour la saison prochaine. Et puis on a eu l'information au début de Sport Sud tout à l'heure. Le tirage au sort, c'était quasiment en direct chez nous. Le MHB rencontrera Rhein-Neckar-Löwen. C'est un gros club allemand, en tout cas au niveau du budget, avec match retour à l'Arena. Les dates, ce sera fin avril et début mai. Rhein-Neckar-Löwen, c'est une équipe inédite, c'est une affiche inédite pour le MHB, qui a beaucoup fait le déplacement en Allemagne, mais jamais dans cette ville-là. La Feria de Nîmes, ce sera début juin pour la Pentecôte, du 9 au 13 pour être précis. La Feria démarre traditionnellement par un grand défilé sur les boulevards, un défilé coloré organisé par des associations nîmoises, dont certaines travaillent en insertion pour les personnes en difficulté. Un reportage de Nicolas Pinchino. Depuis déjà plus d'un mois, les chars de la Pégoulade sont en fabrication. C'est dans un hangar de l'école de police que l'équipe de décorateurs s'active entourée d'une quinzaine de jeunes en chantier d'insertion. Les chars seront ensuite investis par les associations nîmoises qui travaillent de leur côté sur les chorégraphies et costumes. Baleine, fontaine, moulin, le thème cette année de la Pégoulade mettra en avant l'eau de la ville romaine. Un projet très motivant pour l'équipe de décorateurs en herbe. On est en train de faire un des chars pour la Pégoulade. L'eau fuyante s'appelle. C'est un robinet géant dans lequel il y aura un toboggan pour laisser passer les enfants. L'idée, c'était qu'on arrive à trouver un projet qui soit un peu novateur et qui plaise aux jeunes. Il fallait qu'ils soient motivés par le sujet du chantier, par le thème du chantier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur un événement. On travaille après aussi sur la fête de la musique. Donc on a 2 plans. Il y a autant la musique que toute cette participation pratique à la fabrication des chars. Au quotidien, sur le chantier, là, j'apporte la technique, si vous voulez, je dirais pas du savoir-faire, mais de la bricole, du bricolage. Tout ce site est un vaste bricolage. Beau, qui doit être solide, bien, esthétique, mais qui a la particularité d'être unique et original. Et d'ici quelques semaines, le chantier s'installera aux Costières, où la salle est plus grande et les groupes pourront commencer les répétitions grandeur nature. Grande affaire en ce moment à Nîmes, vous en avez eu peut-être des échos, c'est l'arrêt des travaux du trambus justement sur les boulevards autour de l'Écusson, ce qui accueille traditionnellement les défilés de la Pégoulade et de la Feria. Les travaux ont été arrêtés par décision du tribunal administratif, une affaire compliquée d'études d'impact, bref, des travaux repoussés de plusieurs mois. Du coup, le sénateur-maire de la ville, Jean-Paul Fournier, a décidé de reboucher les trous. Ça a commencé aujourd'hui, ce travail de rebouchage. Et bonne nouvelle, la Feria aura finalement lieu sur les boulevards, notamment Gambetta et Victor Hugo. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, notamment pour les commerçants qui craignaient beaucoup cette affaire. Évidemment, la mauvaise nouvelle, c'est pour le trambus qui est retardé de plusieurs mois. Yves Pietrasanta, on va parler bien sûr de Génération Écologie, mais peut-être une réaction à ce sujet. Bon, je ne pense pas que vous soyez forcément au fait des détails du recours, etc. Mais sur le fond, quand on fait un tramway, quand on fait un gros chantier comme ça, on dit souvent c'est environnemental, mais on commence d'abord par couper des arbres. Oui. De toute façon, on a vu ce qu'on a fait à Montpellier. Il y a eu une étude très poussée sur comment seraient faits les voies, le gazon, les arbres, ce qu'ils deviennent, etc. C'est un travail très long, très dur et de concertation aussi avec la population. Et moi, je suis stupéfait. Quand j'entends, on a commencé à faire les voies, à transformer les rues, à faire les trous, il faut tout reboucher, comme si rien n'était fait. C'est assez étonnant qu'on en arrive là. Mais vous savez, si c'est un problème de couper des arbres, je ne suis pas du tout pour couper des arbres. Mais il y a des moments où quand on fait un réaménagement, il faut vivre avec son temps tout de même, et peut-être qu'il faut aménager la route. Et là, moi, la solution que j'ai prise quand on doit couper un arbre, c'est d'en faire planter 2.
par ailleurs. Et c'est une bonne formule, ça marche bien. Sur le plan de la lutte contre les gaz à effet de serre, de l'absorption du gaz carbonique et du puits de gaz carbonique par les arbres, sur la beauté du paysage, on doit pouvoir s'entendre si on respecte la nature et si on est obligé de faire des aménagements, de les faire encore mieux. Yves Pietrasanta, vous l'avez compris, est avec nous pour parler d'écologie, mais pas que, encore que. Yves Pietrasanta, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, ancien maire de Metz, ancien député européen ou encore ancien conseiller général, je l'ai dit. Vous reprenez du service à la tête de Génération Écologie, un mouvement fondé. On va voir quelques images de la 9e Convention nationale, c'était samedi au Quorum. On vous voit à la tribune avec tous vos collègues fondateurs, quasiment, je crois qu'il y avait Brice Lalonde. Et puis également Patrice Drevet, donc Génération Écologie. Un mouvement plutôt discret ces derniers temps, politiquement en tout cas, on avait plutôt tendance à entendre les Verts et puis leur génération, enfin leur écologie à eux, c'est-à-dire Europe Écologie, les Verts. Écoutez, moi j'ai beaucoup d'affection pour Génération Écologie. Nous l'avons créé avec Brice Lalonde tous les deux. Un jour, on a réfléchi, on a dit des écologistes, il y en a beaucoup, c'est une nouvelle société. On ne parlait pas beaucoup à ce moment-là encore en 90 du développement durable, c'est qu'en 93 qu'il y a eu Rio. Et donc il faudrait pouvoir faire un mouvement où on a fait participer les élus, les citoyens. Qui est plus écologiste que les élus ? Avec les questions d'assainissement, les questions d'urbanisme, les questions de traitement des déchets, etc., etc. Ils sont obligés. L'épuration de l'eau, bon, c'est très important. Donc, de là, j'ai créé les écomères, qui actuellement, il y a au moins 300 mairies par an qui posent de la candidature à un concours d'innovation sur l'écologie. Donc c'était une bonne idée de faire Génération Écologie. D'ailleurs, au plus beau de Génération Écologie en 92, quand je me suis présenté à la tête d'une liste Génération Écologie dans la région, j'avais eu 8 élus et on avait plus de 12%. Donc il y a quand même un écho dans la population, des gens qui veulent participer raisonnablement. Alors, par la suite, Génération Écologie a diminué son activité parce qu'il y en a beaucoup qui en sont partis. Moi aussi, parce qu'il y avait un mouvement politique, Lalonde ne gérait pas bien les choses comme on le souhaitait. Brice Lalonde qui avait un petit peu glissé vers la droite, jusque vers... dérive un peu vers la droite. Du côté de démocratie libérale. Alors que nous l'avons créé sous l'égide du gouvernement Rocard et sous l'égide du gouvernement Bérégovoy aussi. Nous avons eu un contact. C'est comme ça que j'ai créé l'Institut français de l'environnement en particulier. Alors ça c'était il y a quelques années. Donc, Pietrasanta, pourquoi redonner un coup de fouet à Génération Écologie ? Pourquoi pas rejoindre le parti des Verts ? Oui, parce que, écoutez, en 97, moi j'ai toujours été, comme le dit Dany, pour l'union des écologistes. C'est quelque chose de assez important pour que la majorité des citoyens veuillent faire et s'intégrer. On dit la gestion de la cité, c'est la gestion de la planète. Moi, mon devise, c'est connais bien ton village, tu seras universel. Il faut, ce qu'on fait sur place, le faire pour toute la planète. Et donc, on a décidé, moi je suis allé au Vert pendant 10 ans, mais vous savez, je les connais bien, je connais tous les écologistes, les égos des uns, des autres, le poignard qu'on vous dans le dos, la torture qui vous mène, et c'est encore maintenant, regardez, il y a Europe Écologie des Verts, savez-vous comment ils vont faire pour présenter un candidat aux écologistes? Ils ont présenté Madame Joly, puis tout d'un coup il y a Hulot qui arrive, puis il y en a d'autres qui disent pourquoi pas nous, etc. Donc c'est vraiment la bouteille à l'encre. Et si l'affaire est gérée uniquement par les Verts, moi je pense que ça ne peut pas marcher pour faire une union importante des écologistes et des citoyens. On verra. Bon. Et donc le moment était venu maintenant. Je remercie ceux qui ont maintenu la flamme, comme France Gamère, comme Jean-Noël Debroise. Mais maintenant nous avons décidé, j'ai une demande très forte, Jean qui disent présentez-vous, vous êtes un écologiste, on vous connaît, vous avez été dans tous les réseaux, et j'ai décidé de revenir à la maison. Voilà. Et de relancer Génération Écologie comme il faut, qui a été un parti plus important que les Verts à un moment donné. Alors c'est positionné comment, Génération Écologie ? C'est apolitique, c'est à gauche ? Vous faites partie d'une majorité de gauche ici, nous avons décidé dans le Congrès national que Génération Écologie est un parti indépendant de tout. Parce que droite, gauche et centre, c'est une appellation géographique qui va disparaître petit à petit si on va avoir une nouvelle société.
Bon. D'ailleurs, vous avez des gens qui étaient à Génération Écologie ou qui étaient dans mon parti écologique à l'époque, qui sont comme Yann Werling et tant d'autres, qui ont rejoint Bérou. Benamias, qui m'a fait aller au Vert, a dit j'en ai assez, il est parti. Mais il est revenu discuter avec nous dans le cadre de Génération Écologique quand nous avons fait le congrès. Tout le monde est là. Alors nous pensons que nous devons être, quand on est écologiste, on est pour le partage, on est altermondialiste, on est pour les jeunes quand même, au moins que les générations futures aient des emplois. Vous avez parlé du Pôle emploi, mais que fait-on avec le Pôle emploi actuellement? On est pour les circuits courts, on ne va pas chercher des produits ou des carburants ou ailleurs, ou des fruits au Brésil et ailleurs, quand on peut les avoir sur place, ici. On va parler des grands dossiers, on va parler nucléaire aussi, mais Yves Pietrasanta, juste, vous êtes indépendant, vous le voulez, mais demain, vous devez vous positionner au second tour. Vous êtes plutôt pour le candidat de droite ou celui de gauche? Non, écoutez, nous, on est plutôt à gauche. Vous voulez que je dise le mot? Bon, on a été issus, je reviens aux fondamentaux. Ça a été créé sous l'égide du président Hollande quand il était dans le gouvernement Rocard. Nous avons continué avec le gouvernement Bérégovoy. Ce que j'ai pu réaliser, moi, l'Institut français de l'environnement, la collecte sélective des déchets, tant d'autres choses, j'ai pu le réaliser dans ces gouvernements qui sont ouverts, qui sont pour le public. Et par conséquent, je pense qu'il faut agir avec eux. J'avais invité pour le congrès Madame Martine Aubry, qui a envoyé la secrétaire nationale à l'écologie, Madame Rossignol, qui est venue traiter ces questions-là. Et il ne fait pas de doute qu'on a dit qu'il faut changer la gestion du pays telle qu'elle est faite à droite actuellement, elle ne convient pas. Même le Grenelle de l'environnement, finalement, 3-4 ans plus tard, vous êtes déçu. Vous avez monté vous-même ici, avec la région, les Grenelles régionaux. Oui, les Grenelles territoriaux. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec Jean-Louis Borloo, c'est quand même un copain, malgré tout. Il était dans l'aventure de Génération Écologie. Il était dans l'aventure de Génération Écologie. Et alors on avait dit, bon, Grenelle 1, Grenelle 2, tout ça, ça se passe à Paris. Il faudrait faire maintenant les choses sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de questions dissonantes. Voilà. Monsieur Pietrasanta, nous avons créé... Ça veut dire que c'était une bonne chose, ce Grenelle de l'environnement, c'est une très bonne Nicolas chose, Sarkozy, ou pas, au final? Pour le moment, il n'y a rien qui ne se fait. Beaucoup d'écolos sont déçus. Bon. Mais nous avons quand même un préfet qui s'intéresse à ça, nous avons une DREAL qui s'intéresse à ça, nous avons un conseil général qui est fer de lance là-dedans, un conseil régional qui est fer de lance pour le Grenelle de l'environnement. Et ce qu'il faudrait, c'est au niveau des régions, qui sont nombreuses, qui sont dans la même optique, on puisse avoir des décisions concordantes quand on fait sur les énergies renouvelables, sur les questions de nucléaire, au moins que sur ces points forts, on soit d'accord. Justement, le nucléaire, il faut en sortir le plus vite possible, c'est possible. Le nucléaire, vraiment, vous savez, en 1975, quand Giscard mettait des centrales nucléaires partout, qu'il venait en catimini dans les conseils généraux, j'étais vice-président conseil général chargé de l'environnement, il ne fallait rien dire à l'extérieur, faire à huis clos. Une fois, il y a un vieux conseiller général, je me rappelle pas, M. Turcot, qui avait dit, on nous a dit qu'à Vandelos, il y a une centrale nucléaire et qu'il n'y a plus de coquillages autour parce que l'eau de Javel, pour nettoyer et tuer les coquillages dans les tuyaux, tuer tout. Que se passe-t-il? Alors on nous avait répondu, c'est M. Boiteux de l'EDF à l'époque, ne vous inquiétez pas, on payera les maillots neufs s'ils s'abîment et s'ils se salissent et s'ils deviennent blancs. Ça nous avait fait. Alors du coup, on a créé, sous l'égide du président Mbène, une commission d'études et d'enquête en énergie nucléaire. Comme j'étais prof de fac chargé de la chimie, vous connaissez ça, ils m'ont donné la présidence. Et il y avait le Roucotte, député maire d'Alès, il y avait Antagnac de Narbonne, etc., Ben Belorgeau, etc. Et on est allé au Japon. Et au Japon, on nous a dit, attendez, les associations nous ont dit, il faut savoir maîtriser tout ça. Et l'idée, c'était que, parce que pourquoi on était allé au Japon? Parce qu'ils voulaient nous faire une centrale de 5000 MW, soit au large de Frontignan, soit au large de Port-la-Nouvelle. Une île avec 5000 MW. 5000 MW, ça n'existe pas encore. Et ce que l'on sait, c'est que, certes, s'il n'y a pas de gaz à effet de serre, on ne sait pas maîtriser les déchets. Quand vous brûlez les déchets pour les rendre moins volumineux, ils durent des milliers d'années de plus. Il faut les cacher sous terre. Donc le nucléaire, et on ne sait pas les arrêter. On ne sait pas les arrêter. Vous préconisez au sein de votre mouvement la sortie du nucléaire. Il faut la sortie du nucléaire. Le coup de frein sur le solaire. Comme les Allemands l'avaient décidé. Et ils ont eu une tendance à revenir. Bien, ils ont bien compris, avec ce qui se passe au Japon et partout, que le nucléaire ne peut pas être une énergie durable parce qu'elle n'est pas maîtrisable.
Alors ça c'est clair, on ne va pas évoquer tous les dossiers ce soir. Simplement, dernière question, vous êtes président d'un mouvement national, d'un mouvement indépendant. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles. Vous êtes candidat à la candidature, vous êtes candidat à ces élections vous me posez une question, vous savez, je n'ai pas la langue de bois. Hein. Moi, quand j'ai dit, ces jours derniers, que j'ai été élu président, je ne me présente pas à la présidence pour aller me présenter à la présidence générale de l'écologie, pour me présenter à la présidence nationale. Hein. Est-ce que ce n'est pas naturel qu'un mouvement comme le vôtre ait son candidat? J'ai été étonné. Parce qu'effectivement, on peut faire reconnaître l'écologie, faire participer les gens, sans être obligé de se présenter à la présidence nationale. Mais une candidature aux élections nationales, surtout quand il y a le fourbi un peu partout, ça clarifie les choses sur ce que l'on pense, sur les idées. Ça donne un coup de projecteur sur vos idées dans tous les cas. Et je dois le dire avec stupéfaction, beaucoup de filles du président de Génération Écologie posent sa candidature au moins à la candidature pour les élections. Pietrasanta, si vous posez votre candidature ce soir sur l'antenne de TV Sud, écoutez, on fera le... Je dirais pourquoi pas, mais nous allons étudier la question dans le cadre de mon parti. Très sérieusement? Oui, très sérieusement. Qui pourrait être le candidat de Génération C'est indispensable Écologie maintenant, je suis convaincu. Qui pourrait être le candidat si ce n'est pas vous, de Génération Écologie? Oh, mais je suis quand même le président. Donc vous serez le candidat. On me le demande. Dans tous les cas, pour attirer les projecteurs, et vous avez sans doute raison, on sait que ce rendez-vous des élections présidentielles, c'est un rendez-vous politique incontournable qui fait recette, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres élections. On vient de le voir avec les élections cantonales. Merci beaucoup Yves Pietrasanta d'être venu sur le plateau de TV Sud. Merci à vous tous. Mais attendez, j'ai encore quelques images. Regardez très rapidement cette cartouche sur Benjamin Villard. Voilà, Benjamin, le raseteur, va s'en sortir. J'ai pas plus d'explications, évidemment. Patrick Mallet ne m'en a pas donné. Par contre, c'est extrêmement spectaculaire. Voilà, attrapé à la barrière, Benjamin Villard. 2e l'année dernière du Trophée des As. Benjamin fait un début de saison tonitruant, certes, mais ça reste évidemment extrêmement risqué. Ce sport de la course camarguaise, on finit avec des images de squash. Le tournoi international de Bayard, c'était tout ce week-end avec un certain Thierry Lincou, champion du monde. C'est à revivre, pas en intégralité, c'était long, mais les meilleurs moments, les meilleurs extraits sur TV Sud avec des images tournées tout ce week-end, notamment par Thierry Crouzet, le réalisateur. Regardez ce plan qu'il est allé nous chercher. Hop là, le point est perdu. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi ce journal. On était un petit peu plus long que d'habitude, mais ça valait la peine. Très bonne soirée à tous, à très très bientôt sur TV Sud.